se passe-t-il quand la capitale mondiale du jeu décide de faire tapis avec une main pourrie? Les chiffres de mars 2026 viennent de tomber et franchement, ça fait froid dans le dos. Accrochez-vous, on parle d'une dégringolade monumentale de 7,5% de fréquentation pour 2025. C'est 3 100 000 personnes qui se sont volatilisées. Et pourtant, chose absurde, des milliards de dollars continuent d'être injectés dans le béton et l'acier sur le boulevard. Vous avez un stade de baseball à 2 milliards de dollars qui sort de terre, des zones de divertissement qui explosent de partout et des pirates qui siphonnent 1 500 000 dollars à un géant des casinos. L'équation ne tient plus la route. Le crack silencieux que tout le monde ignore. Le plus dingue dans l'histoire, Sin City vient d'enregistrer son pire taux de fréquentation depuis que l'administration Nixon a commencé à tenir les comptes en 1970. Une chute de 7,5%, ce n'est pas juste un petit coup de mou, c'est un arrêt cardiaque économique complet. Et croyez-moi, l'onde de choc frappe chaque recoin de la vallée. La capacité hôtelière a fondu de 3,3%, les tarifs par nuit ont baissé de 5% et l'indicateur qui donne des sueurs froides au patron, le revenu par chambre, s'est effondré de 8,8%. Ce n'est pas juste un souci comptable, c'est du cash qui part en fumée. Même l'aéroport a pris cher avec un volume de passagers en baisse de 6%. Pour une ville paumée dans le désert qui dépend des avions pour amener les portefeuilles, c'est la catastrophe. Mais grattez un peu le vernis et vous verrez ce que les grands patrons essaient de planquer. Ce n'est pas juste des gens qui préfèrent la Floride au Nevada, c'est un effondrement structurel de la façon dont les Américains dépensent leur argent, et Vegas est la première victime. La classe moyenne qui était la colonne vertébrale de cette ville se fait briser les reins. Quand une chambre standard coûte une mensualité de crédit, avant même de compter le parking, les frais de séjour et les verres hors de prix, le commun des mortels fait le calcul et reste chez lui. C'est une collision frontale brutale entre l'avidité des entreprises et la réalité des consommateurs. Ces complexes se sont gavés de dettes pendant la pandémie, priant pour un rebond qui a calé. Maintenant, ils essaient de pondre un œuf au lieu de régler le problème de fond. Le changement de mentalité ici est dangereux. Avant, cette île, c'était le fun accessible. On venait avec quelques centaines de balles et on vivait comme un pacha. Aujourd'hui, ils ne chassent que les baleines, prêtes à lâcher des milliers. Mais l'océan n'est pas infini. Regardez leur tactique sur l'inflation. En 2019, le client moyen dépensait environ 827 $. Aujourd'hui, les complexes s'organisent pour n'attirer que ceux prêts à cramer 2000 balles ou plus. C'est de la sélection artificielle et ça tue l'ambiance. C'est une simple histoire de chiffres. On ne peut pas échanger 10 touristes lambda contre un seul riche et espérer que l'économie tourne. Ces 10 personnes normales, c'était l'énergie, le bruit et l'âme du casino. Cette stratégie du luxe ou rien laisse le street désert les mardis et crée une atmosphère qui hurle « t'as pas les moyens d'être là ». Les habitués ne changent pas juste d'hôtel, ils tirent un trait sur toute la ville. En gros, Vegas dévore ses propres enfants pour satisfaire Wall Street aujourd'hui. En excluant les vingtenaires par les prix, ils détruisent la prochaine génération de fidèles avant même qu'ils ne soient accros. Le fossé générationnel le prouve. Les visites des 25 à 44 ans se sont crachées de 12% l'an dernier, alors que les seniors n'ont baissé que de 3%. La ville meurt littéralement de vieillesse, parce qu'elle a refusé de séduire la jeunesse. Dites-le moi en commentaire, est-ce que vous sentez la douleur au moment de passer à la caisse? Parce que ce modèle de prix ne va pas changer, et ça va laisser des cicatrices permanentes sur l'économie locale. Le paradoxe de la frénésie immobilière. Maintenant, essayez de piger ce délire. Alors que la foule se raréfie, on assiste au cycle de construction le plus agressif de ces 20 dernières années. Les fondations du stade des Athletics sont posées, brûlant déjà 300 millions de dollars sur un budget de 2 milliards. En même temps, Area 15 double pratiquement sa surface, sortant 9 nouveaux concepts de resto comme si la récession n'existait pas. McGavin se précipite pour ouvrir Cadence Crossing. Le bingo revient au Circus pour la première fois en 10 ans et la Sphère book des artistes à tour de bras. On a l'impression qu'ils refont la déco du penthouse alors que la cave est inondée. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas un hasard, c'est un mouvement de panique. Ça vous dit exactement à quel point ces conseils d'administration sont terrifiés par l'avenir. Ils ne construisent pas parce que les affaires marchent, ils construisent parce que le modèle des machines à sous est mort. Et ils cherchent désespérément à fabriquer de nouvelles raisons pour faire venir les gens. Réfléchissez 2 secondes. Quand votre source principale de revenus chute de 7,5%,
vous ne continuez pas comme avant, vous changez de cap. Ils courent après les fans de sport, les gourmets et les amateurs de concerts, parce que les parieurs ont quitté le navire. Ce stade de baseball n'est qu'un prétexte pour garantir 81 jours de passage qui ne dépendent pas du blackjack. Pareil pour la sphère et la mode des dîners-spectacles. On assiste à la mort de Vegas, ville du jeu, et à la naissance de Vegas, le parc d'attractions. Le hic, ça coûte une fortune à bâtir et personne ne sait si les touristes vont vraiment payer pour ça. Tout ce virage repose sur l'idée que ces nouvelles attractions combleront le trou laissé par le jeu. Si ça rate, ce boom de la construction restera comme l'erreur de calcul la plus coûteuse de l'histoire de l'État. Les finances du projet baseball sont particulièrement bancales. Vous engloutissez 2 milliards de dollars, dont 380 millions d'argent public, dans un lieu qui reste éteint la majeure partie de l'année. Comparez ça à un casino qui imprime des billets 24 heures sur 24. L'expansion d'Ara 15, c'est soit du génie, soit du suicide. Les marges des restos sont fines comme du papier à cigarette, surtout avec les loyers du strip. Sans une foule massive, ces 9 nouveaux spots vont perdre un fric monstre. L'empressement de Boyd Gaming à ouvrir Cadence Crossing est le signe qui ne trompe pas. Ils sprintent pour verrouiller le marché des locaux parce qu'ils savent que la source touristique se tarit. Mais même les locaux ont une limite de dépenses. La destruction de l'Eastside Cannery est un sinistre présage. L'endroit ne pouvait plus payer ses factures, alors ils l'ont passé au bulldozer pour faire des condos. Attendez-vous à voir plus de casinos se transformer en appart si cette contraction continue. C'est le cas typique où l'on jette l'argent par les fenêtres pour essayer de se refaire. Ces entreprises ont parié sur un futur qui ne s'est pas produit et maintenant elles font quitte ou double pour essayer de sortir du piège de la dette par la croissance. C'est sûr, les ouvriers du bâtiment mangent bien aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe quand on coupe le ruban et que les revenus ne sont pas là? On a déjà vu ce film en 2008 et ça a fini avec des squelettes d'immeubles pourrissant au soleil. Kiraté et à poil. Attendez une seconde, vous avez vu les infos sur Wynn? Cette histoire est un signal d'alarme monumental pour toute l'industrie. Un groupe de hackers nommé Shiny Hunters a percé les défenses de Wynn Resorts. Ils ont fauché 800 000 dossiers du personnel et ont réclamé une rançon d'1 500 000 $. Et la rumeur dit quoi? Que le casino a payé. 1 500 000, ça peut sembler dérisoire pour un casino, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Ça fixe un standard terrifiant pour l'avenir du strip. Les casinos sont essentiellement des disques durs géants remplis de cartes bleues, d'historiques de voyage et de dettes de jeu. Ce sont des cibles de choix pour l'extorsion numérique et clairement, leurs défenses sont moins gardées qu'un moulin. Payer la rançon, c'est le pire dans l'histoire. Ça colle une cible dans le dos de chaque casino de la ville. Maintenant, tout hacker avec un PC portable sait que Vegas passe à la caisse, alors que refuser de payer pourrait faire fuiter des données sensibles et déclencher un cauchemar juridique. Ça expose la pourriture au cœur du système. Ce ne sont plus juste des hôtels, ce sont d'énormes boîtes de fintech qui tournent avec une sécurité obsolète. Ils gardent la porte du coffre-fort tout en laissant la fenêtre de la salle des serveurs grande ouverte. Passer au tout numérique, mettre tout, des points de fidélité au crédit de jeu sur une appli, semblait être un coup de génie pour le confort. Mais ça a aussi grand ouvert la porte à des menaces que ces boîtes n'ont absolument pas vu venir. Imaginez le chaos si la prochaine cyberattaque vise vos comptes bancaires au lieu des listes du personnel. On envisage un scénario où les hackers synchronisent les attaques, plongeant potentiellement des étages entiers dans le noir, tuant les réseaux de distributeurs et gelant les terminaux de paiement pile quand la salle est bondée. Les retombées ne se limiteraient pas à une seule marque. Toute la mystique de Vegas repose sur le secret et cette réputation pourrait s'effondrer du jour au lendemain si les visiteurs commencent à craindre que leur vie privée ne soit vendue aux enchères sur le dark web. Il s'avère que le vieux dicton a tort, parfois la maison perd. En fait, en ce moment même, les casinos réalisent qu'ils sont des pigeons d'argile d'une manière qu'ils n'avaient jamais anticipée. La faille de sécurité chez Wynn a brutalement levé le voile sur l'amateurisme technologique de Vegas. Ils ont couru comme des dératés pour tout digitaliser, mais ont complètement zappé de construire des murs assez hauts pour protéger la baraque. Pensez au festin qu'un hacker peut s'offrir aujourd'hui comparé à il y a 20 ans. On parle de paris en direct, d'itinéraires de voyage, de cartes bancaires et de numéros de sécu. Ce n'est pas juste de la data, c'est un pactole qui vaut bien plus cher que n'importe quelle rançon minable.
Le million et demi de dollars que Wynn a soi-disant lâché, c'est de l'argent de poche à côté des vrais dégâts. Entre la protection d'identité des victimes, les avocats, les amendes et la réputation en miettes, la facture va grimper dans les dizaines de millions plus vite qu'une fusée. Voilà le vrai scénario catastrophe. Cette attaque visait juste les dossiers RH, un truc mineur. Imaginez la panique quand les méchants s'attaqueront au robinet à cash des serveurs de machines à sous ou des paris sportifs en direct. Visualisez toutes les machines à sous qui plantent un samedi soir ou les bornes de paris qui se verrouillent en pleine finale de basket. La perte de revenus est immédiate, certes, mais la perte de confiance, ça, c'est indélébile. Vegas vend autant de discrétion que de jeu. Les baleines lâchent des millions parce qu'ils savent que leurs petites affaires restent privées. Si cette promesse saute et que des courtiers en données vendent leurs historiques de jeu, ces gros poissons vont nager vers d'autres eaux. C'est une réécriture totale des règles du risque ici. Avant, la sécu traquait les compteurs de cartes et les tricheurs aux doigts agiles. Maintenant, ils se battent contre des armées invisibles et des gangs de rançongiciels capables d'éteindre tout le bâtiment depuis l'autre bout de la planète. Adaptation pour la survie ou panique générale? Jetez un œil à l'affiche, Metallica qui squatte la sphère, un match de revanche de boxe titanesque et le basket universitaire qui envahit le strip. En surface, on dirait que la ville est en plein boom, mais grattez un peu le vernis et ça ressemble plus à une course effrénée pour trouver du fric ailleurs que dans les machines à sous. La sphère, c'est un pari à 2,3 milliards de dollars sur le fait que les gens payeront le prix fort juste pour en prendre plein les yeux. Faire venir des poids lourds comme Metallica prouve qu'ils ont besoin de cette salle pour imprimer des billets sans dépendre d'un lancer de dés. Le business de la baston a changé aussi. En 2015, un méga combat signifiait que les casinos se gavaient grâce aux fans collés aux écrans géants. Aujourd'hui, c'est du streaming exclusif et Vegas n'est que le proprio qui espère ramasser quelques miettes du tourisme. Ça montre un changement radical dans notre façon de consommer le fun. Plus personne ne saute dans un avion juste pour un blackjack, mais ils traverseront le pays sans hésiter pour un concert ou un événement introuvable ailleurs. Le hic, c'est le prix. Monter ses shows coûte une blinde et il n'y a aucun filet de sécurité. Si une résidence flop ou qu'une ligue annule, t'es coincé avec l'addition. Et les modes changent bien plus vite que ces mastodontes ne peuvent pivoter. Soyons cash, Vegas avoue à demi-mot que le jeu tout seul, c'est devenu ringard. Ça ne remplit plus les salles. Ils sont obligés d'agiter des trucs brillants et spectaculaires juste pour vous faire passer la porte d'entrée. Et ceux qui viennent, ils traitent le casino comme un hall de gare. Ils sont là pour la bouffe, le show et le selfie. Le jeu est passé d'attraction principale à simple passe-temps entre le dessert et le concert. Ça déglingue complètement le vieux business model. On troque le cash facile et juteux du jeu contre des ventes de billets et des restos à faible marge, qui demandent des dépenses constantes juste pour garder l'intérêt des gens. La question n'est pas de savoir si Vegas peut devenir Hollywood 2.0, c'est de savoir s'ils peuvent le faire assez vite pour remplacer l'argent qui disparaît des tables de jeu. Vu les chiffres, c'est un pari super risqué. Faisons un peu de maths. Une machine à sous rapporte tranquillement 2 à 300 balles par jour, marge pure. Un concert de Metallica peut rapporter 15 millions de dollars, mais après avoir payé le groupe, l'équipe et les lumières, t'es chanceux s'il te reste 20%. L'économie est brutale. Un casino, c'est une imprimerie à billets qui tourne 24 heures sur 24 avec peu de frais. Une résidence de concert, c'est un projet casse-gueule qui demande une montagne de cash au départ et peut s'arrêter net à tout moment. En gros, Vegas échange de l'argent facile et prévisible contre de l'argent difficile et volatile. Le seul moyen que ça marche, c'est de faire venir une foule délirante pour compenser les marges qui fondent comme neige au soleil. Prenez la sphère, ce truc doit encaisser 4 à 500 millions de dollars par an juste pour payer son crédit et la clim. Une saison creuse ou un bug technique et c'est la cata financière assurée. En plus, le public a changé. Les fans de concert surveillent leur portefeuille. Un parieur peut cramer 500 dollars sans scier, mais ce même gars passera 20 minutes sur Yelp pour trouver un dîner moins cher avant le show. Et n'oubliez pas, Vegas n'est plus seul au monde. Pourquoi dépenser des milliers en vols et hôtels quand le même groupe joue dans votre ville le mois prochain? L'expérience doit être hallucinante pour justifier le déplacement. La vérité est dans la poussière. Oubliez les néons 2 secondes et regardez les chantiers. Les mouvements immobiliers vous disent exactement ce qui se passe vraiment dans cette ville.
Boyd Gaming se dépêche d'ouvrir Cadence Crossing, un petit spot avec des machines et 0 table. Pendant ce temps, juste à côté, il dynamite l'Eastside Cannery pour vendre le terrain à des promoteurs de maisons. Ce n'est pas un hasard, c'est une retraite calculée et un virage stratégique total. Cadence Crossing, c'est le plan du futur, petit, pas cher à gérer et fait pour les locaux. La démolition du Cannery prouve l'inverse. Si un grand hôtel ne remplit pas ses chambres, il vaut plus cher en gravat qu'en complexe hôtelier. On assiste à un échange de terrain massif. Les emplacements commerciaux de choix deviennent des condos, tandis que les nouveaux casinos sont repoussés sur des terrains moins chers avec des surfaces plus petites. C'est la loi de l'efficacité brutale. Si ton casino ne rapporte pas assez au mètre carré, t'as meilleur temps de le vendre à un promoteur IMO. Avec moins de touristes, de plus en plus de casinos échouent à ce test. L'immobilier explose parce que même si les touristes ne viennent pas, les gens déménagent ici. Les impôts bas et le boulot font grimper la population et la demande de toits. Mais il y a un hic. Les promoteurs construisent pour les riches. La même prise économique qui tue le tourisme de classe moyenne rend impossible la construction de logements abordables pour les locaux qui bossent vraiment ici. Vegas se divise en deux mondes, un terrain de jeu de luxe pour voyageurs fortunés et des résidences fermées pour gros salaires. La classe moyenne se fait complètement éjecter du tableau. Si vous achetez du terrain à Vegas, vous ne pariez pas sur un retour du tourisme, vous pariez que la ville va réussir sa mutation en banlieue résidentielle qui n'a plus rien à voir avec le Sin City du passé. Les coûts qu'on ne compte pas. C'est ça qui m'empêche de dormir. On parle de stratégie d'entreprise comme d'un jeu, mais ce virage frappe toute l'économie de l'État et les familles qui essaient de remplir le frigo. Une baisse de 7,5% du tourisme et paf, 30 000 emplois disparaissent. Et on ne parle pas que des croupiers, c'est aussi les serveurs, les taxis, les vendeurs et les pressings qui perdent leur paye. L'impact fiscal est terrifiant. Le Nevada survit sans impôt sur le revenu parce que les touristes payent la note via les taxes sur le jeu et la consommation. Si cette source se tarit, l'État a deux choix, couper les services ou commencer à taxer des locaux. Le marché immobilier local est en sueur. Vous avez des barman et des dealers, les gens qui font tourner la boutique, qui se font expulser plus vite que leur ombre, créant des ghettos de riches pendant que les autres se font mettre à la rue. Pendant ce temps, ces grues qui poussent partout sont juste un boost temporaire, un sucre rapide. Si ces projets de luxe ne commencent pas à rapporter du cash illico, tous ces ouvriers vont pointer au chômage avant même que la peinture ne sèche. Une pensée pour les petits gars qui ont cru au rêve, ils réalisent qu'ils jouent au poker contre des mastodontes milliardaires aux jetons illimités, et le résultat, c'est l'ambiance de quartier rasé pour du béton corporatif sans âme. En résumé, Sin City n'est pas morte, elle change juste de peau comme un vieux reptile. Ce n'est pas un enterrement, c'est un relooking extrême, très bordélique et hors de prix. Ok, les chiffres des visiteurs font moche, les hackers se gavent et cette frénésie de construction est un pari à faire suer un flambeur. Mais cette ville a changé d'identité plus souvent qu'un espion de série B et elle appuie juste encore une fois sur le bouton reset. C'est quoi votre avis sur ce délire? Est-ce un pivot de génie? Ou est-ce qu'on regarde le plus grand terrain de jeu du monde s'effondrer dans le sable? Dites-moi tout en commentaire, je veux tous les potas, surtout si vous vivez ce chaos de l'intérieur. Si tu veux esquiver le blabla marketing et choper les vrais dossiers croustillants, il n'y a pas 36 solutions. Explose-moi ce bouton s'abonner, active la cloche direct pour pas louper le moment où on affichera la prochaine grosse douille. Allez, on se capte à la prochaine, restez affûtés et ne vous laissez pas endormir par les vendeurs de rêves.